Salut, c'est Manon. J'espère que vous allez bien en cette période de confinement numéro 2, le retour. On dirait qu'on parle du deuxième volet d'un mauvais film et c'est assez désolant. En tout cas, chez Talk Universe, on redouble d'efforts avec Camille pour bien vous occuper pendant ce confinement, tant sur le store, où vous avez de quoi vous occuper le corps et l'esprit, que sur le podcast. Alors oui, c'était une petite pub personnelle. Mais dans cet épisode, j'ai eu la chance de rencontrer Lou et Salomé. Lou, c'est la réalisatrice du documentaire La mécanique des sens qui traite du sujet inédit de la jouissance et du plaisir masculin. Car non, éjaculation et jouissance ne vont pas forcément ensemble. Donc en fait, les propriétaires de pénis ne jouissent pas à chaque fois. Et sinon, la deuxième personne avec nous sur cet épisode, c'est Salomé, la responsable partenariat et communication autour du projet. Et vu le sujet, il y a du boulot. Les deux sont amies et c'était naturel pour elles de venir expliquer le projet ensemble, bien qu'elles aient des rôles bien différents. Elles travaillent ensemble, comme deux associés en fait. Je vous laisse découvrir cet épisode qui ouvre plein de pistes de réflexion sur la sexualité, le genre, mais aussi le monde du cinéma. Bonne écoute. L'entrepreneuriat attire de plus en plus de candidats. On dit que le sexe a toujours fait vendre. Pourtant, rares sont les entrepreneuses et entrepreneurs à oser franchir le pas du milieu de la sexualité. Il y a plein de choses à faire pourtant. Éducation, nouveaux pornos, applications, contraception, sex toys et autres accessoires. Il y a même un mot dédié pour les startups mêlant technologie et sexualité, la sextech. Vous pouvez trouver beaucoup de podcasts très intéressants sur l'entrepreneuriat, beaucoup de podcasts sur la sexualité sous toutes ses formes, mais qu'en est-il des deux ensemble ? Les entrepreneuses et entrepreneurs dans la sexualité et le plaisir existent pourtant, mais ils peinent parfois encore à se faire voir et entendre. Il y a encore sûrement plein de place à prendre dans ce milieu, alors qu'attendez-vous si cela vous intéresse ? Parce que peu importe vos peurs, il faut oser, comme souvent, et là peut-être plus. Mais l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui crée et vend des sextoys, qui réalise tous vos fantasmes, vous éduque sur votre corps ou monte un club libertin, rencontre en fait des problèmes souvent similaires à celui ou celle qui crée la dernière application à la mode, un jeu vidéo ou encore un restaurant. On verra quand même les quelques différences qu'il peut avoir. Le marché de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde de plein de manières différentes et c'est pour ça que c'est un marché très intéressant. Avec le podcast de Talk, je vous propose de vous inspirer des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont osé. Donc bonjour Salomé, bonjour Lou, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes en charge de la réalisation, donc toi Lou tu es en charge, tu réalises le documentaire La mécanique des sens sur l'orgasme et le plaisir masculin. Et toi Salomé, tu du coup es en charge de la communication, des partenariats et du financement de ce documentaire unique, le premier sur ce thème, je pense. C'est ça. Je vous laisse vous présenter. D'habitude, je fais pas la présentation, je suis assez mauvaise pour ça. Je préfère que vous vous présentiez chacune de votre côté, même avant votre rencontre. Vous êtes qui, vous avez fait quoi, et ensuite comment vous êtes amenés à vous rencontrer et à travailler ensemble sur ce projet. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Lou, j'ai 26 ans. J'ai fait des études de philosophie, puis ensuite de réalisation. Et particulièrement en documentaire, et voilà, je me suis lancée dans ce projet. Et avec Salomé, on était amis en fait, donc je vais d'abord la laisser se présenter. Bonjour, donc moi c'est Salomé. Moi j'ai fait des études en école de commerce, principalement en marketing et ensuite en négociation et management des affaires. Donc un parcours moins créatif que Lou au départ. Mais du coup, on a remarqué que nos habilités, nos capacités se complétaient complètement. Et en fait, quand j'ai proposé à Salomé ce sujet, elle s'est dit « mais oui, c'est trop intéressant, il faut qu'on en fasse quelque chose ». Et elle m'a grave motivée à monter le projet sur pied et avoir de l'ambition en fait sur ce projet. Mmh. Donc, voilà. Parce que pourtant, au début, tu pensais que tu allais le réaliser, le monter seule en fait, t'occuper du financement, de la réalisation, de trouver l'équipe de production derrière, toute seule. J'aurais pu en soi, mais c'est tellement plus facile d'avoir de l'aide, et avec de l'aide, on va beaucoup plus loin. Donc, c'est comme ça qu'on a créé notre petit duo et qu'on s'est lancé dans l'aventure. Et ça a commencé quand ? Parce que, en gros,
Moi, je t'ai découvert donc grâce à Maxime Labrie, donc le fondateur de l'Andro Switch, l'anneau de contraception thermique testiculaire. Et donc, il m'a montré le compte Instagram Faire Genre, qui à l'origine, du coup, déconstruit la notion de genre en interviewant principalement... Enfin non, en fait, tout type de personnes, c'était pas seulement des hommes, il me semble. En fait, voilà, à l'origine, c'était les nouveaux princes, le nom du compte, et c'était que... c'était un jeu de mots sur prince, voilà, prince charmant, etc. Okay. Et c'était que sur la masculinité, parce que j'étais fascinée à l'époque d'avoir compris qu'en fait, il y avait aussi des stéréotypes sur le genre masculin, et que si on les dépassait, on irait plus loin. Et puis après, je me suis trouvée quand même que c'était important d'inclure toutes les dimensions. Enfin, c'était plus suffisant pour moi d'avoir que le masculin. Mais c'était de la photo, surtout pour travailler sur l'image, etc. Okay. Et là, on a voulu du coup aller encore plus loin et proposer carrément un contenu de film qui, à la base, est du coup ma spécialité. Ok, parce que du coup, j'ai vu que le compte, c'était en gros, c'est démarré en 2018. Est-ce qu'il y a... C'est quoi le déclic? Tu t'es dit, à quel moment tu t'es dit, je vais faire un compte, je veux travailler sur ce sujet-là, de manière visuelle, puis ensuite, il y avait des extraits d'interviews, et après, ça a pris cette dimension-là, mais c'était quoi le début du début? À l'origine, j'avais lu cette BD de Liv Strömquist qui s'appelle Les sentiments du prince Charles, donc justement prince, voilà. D'accord. Et qui montrait les inégalités psychologiques, en fait, entre les genres, notamment dans les relations amoureuses. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est parce que toutes les phrases un peu clichés du style « les hommes sont comme ça » ou « les femmes sont ainsi », c'est pas parce qu'ils le sont en tant que tels. Voilà, c'est c'est socialement construit. Donc tout ce qui est socialement construit, on peut imaginer une construction différente. Donc allons-y, imaginons une construction différente. Et du coup, les hommes peuvent être des alliés forts du féminisme s'ils en font l'effort. Donc c'était ça l'idée, je m'étais dit bon, on va commencer par des interviews, c'était aussi un moyen pour moi de pratiquer l'audiovisuel, faire des petites interviews comme ça, et petit à petit c'est devenu plus sérieux. Ok, d'accord. Et en plus, je me rends pas compte, genre fin 2018 et tout, il y avait déjà commencé à avoir un boom, en tout cas sur les réseaux sociaux, sur Insta, de comptes féministes. Mais est-ce qu'il y en avait qui prenaient juste le point de vue des hommes et qui déconstruisaient les injonctions qui étaient faites aux hommes ou pas? J'ai pas l'impression. Déjà que je trouve qu'il n'y en a pas encore beaucoup aujourd'hui. Est-ce qu'à l'époque, il y en avait? Est-ce que c'est aussi pour ça que tu as voulu te démarquer, trouver un autre angle ou... En fait, j'ai même pas fait exprès de me démarquer. J'ai pas fait un benchmarking. Non, mais tu sais, pour trouver une niche, parfois, pour retrouver un angle de féminisme, tu vois, pour moi, c'est du féminisme d'attaquer ce sujet-là comme ça. Et je pense que c'était pas encore à l'époque, la masculinité, c'était tout nouveau de l'aborder sous un angle féministe. Et il y avait le compte Tu bandes quand même. Ah oui, ok. Il y avait celui-là, mais à part ça, il n'y en avait pas beaucoup. En plus, ils ne font pas l'unanimité en fait chez les féministes, ce qui peut se comprendre. Parce qu'il y a des féministes qui pensent que voilà, on a déjà assez parlé des hommes et que les femmes font face à des problèmes beaucoup plus concrets, ce qui est vrai en fait. Mais donc je comprends aussi le point de vue de ces féministes qui n'avaient pas envie d'aborder ce sujet. Même si je pense que ça va aussi aider au féminisme in fine, quoi. Ok, ouais, non, mais c'est sûr. Et du coup, petit à petit, le compte se construit. Entre le compte se construit, il a de plus en plus de succès. Et quel moment tu t'es dit, je vais en faire un film, un documentaire, pardon? Là, en réalité, c'était pas lié au compte Instagram. Le compte Instagram continuait sa petite vie. Et c'est lié à une expérience toute simple où en fait un garçon qui était sexuellement actif depuis plusieurs années me confesse n'avoir jamais eu d'orgasme. Donc moi je n'en revenais pas parce que dans mon imaginaire c'était si facile pour un homme d'avoir un orgasme, en 5 minutes même il peut avoir joui, c'est bouclé et tous les clichés autour des hommes viennent approuver cet imaginaire en fait. Et donc, lui, il me précisait, oui, non, mais j'ai bien des éjaculations de ce côté-là mécanique, il n'y a pas de souci, juste, je ne ressens pas de plaisir. Et sur le coup, je me dis, le pauvre, c'est sans doute une exception, peut-être qu'il faudrait qu'il en parle avec un sexologue, voilà. Et en fait, je commence à en parler à d'autres amis garçons, et je fais face quand même à pas mal de confusion. Il y en a qui me disent « Oh non, je suis pas trop sûre, peut-être. Avant avec ma copine, je prenais pas de plaisir. Non, je préfère donner que recevoir. »
Et en fait, ça allait tellement contre tout ce que je pensais que là, on a fait les sondages. Et donc, du coup, Salomé m'a aidé à l'organisation des sondages, d'abord sur le compte Faire Genre. Et après, on a fait un plus gros sondage auprès de centaines de personnes. Et là, du coup, vous commencez déjà à travailler ensemble, en fait, un peu. Voilà, elle m'a rejoint à ce moment-là. Ok, d'accord. Voilà, elle m'a rejoint au moment des sondages. Ok. Et on a trouvé qu'en fait, il y avait que 65% d'hommes qui disaient avoir des orgasmes régulièrement. Ce qui est encore une majorité, mais quand même moins que ce qu'on imaginait. Oui, c'est pas automatique, quoi. Non. Et là où on était encore plus choqués, c'est qu'une étude très très sérieuse menée par l'université Chapman et l'Institut Kinsey aux États-Unis annonçait, eux, 95%. Donc 30% de plus que nous, ce qu'on pense. Et je pense qu'ils sont juste partis de la base que éjaculation égale orgasme. Alors que c'est pas vrai, c'est pas ça. Et est-ce que du coup, il y en a qui disaient avoir des orgasmes sans éjaculation ? Oui. Ok. C'est aussi quelque chose que j'avais vu, mais j'avais pas trop de sources ou quoi. C'est assez fascinant parce qu'on n'imagine pas, mais oui. Avec d'autres zones érogènes qui peuvent être stimulées ou Potentiellement. Par exemple, dans le documentaire, il y a quelqu'un qui nous a confié avoir des orgasmes quand on lui léchait les oreilles. Ok. Voilà. D'accord. Voilà. Mais même avec un pénis, par exemple, ou la prostate, ils peuvent avoir des orgasmes sans éjaculer. Ouais, bien sûr. Voilà. Bah oui, du coup, le plaisir prostatique, c'est encore un autre tabou. C'est encore un autre thème, ouais. Ok, bon, ça, on va parler après par rapport au documentaire, mais on va commencer, je vais essayer, à chaque fois je mélange tout, mais de faire encore un peu la partie plus, entrepreneuriale, organisation du documentaire. Donc vous commencez à travailler ensemble avec finalement ce sondage que vous mettez en place à grande échelle. Et est-ce que quand même, ça s'est fait naturellement entre vous deux, mais est-ce que vous vous êtes dit, mais on va bosser ensemble en potes, on va mélanger un peu pro et amitié. Est-ce que vous vous êtes posé la question en mode est-ce que ça peut être dangereux ou pas du tout ? Sur le coup, non, on a foncé tête baissée. Hein. On n'a pas réfléchi, on s'est dit juste on kiffe le sujet, allons-y. Mais après, c'est vrai que du coup, on a posé un peu plus la question du statut de Salomé. Ouais. Du coup, vas-y, si tu as envie d'en parler. Oui, en fait, comme de base, c'était l'idée de Lou et que moi, j'ai jamais travaillé dans le cinéma. En fait, je l'ai suivi et puis moi, c'était comme une gestion de projet comme j'avais l'habitude en entreprise, c'est-à-dire qu'on a le sondage, donc c'est un peu l'étude de marché, et puis ensuite, on va essayer de comprendre là où il manque des infos, le besoin du coup. Moi, je l'ai vraiment vécu comme une étude marketing, en fait. Et évidemment... Après, on s'est dit, Lou a fait un gros dossier pour envoyer un dossier de production pour envoyer à des boîtes de prod et tout. Et puis là, on s'est dit, faut marquer un statut pour moi. Et puis, on savait plus vraiment. Donc, je l'aidais un peu dans la recherche, mais à ce moment-là, on pensait pas encore à l'idée de rechercher les financements nous-mêmes. Donc, il y a eu ça. Et ensuite, au final, quand la question des financements, des partenariats et de la communication s'est posée directement pour nous, sans passer par des boîtes de prod, là, on s'est dit que c'était là que j'avais des compétences. D'accord. Donc, ça a été assez logique à ce moment-là que je m'occupe de ça, parce que Lou, elle s'occupait de la vision du film, de mettre en place tout le scénario, tous les questionnaires, ce genre de choses. Et en attendant, je m'occupais des trucs assez pratiques, administratifs, techniques. Si je devais faire une très mauvaise comparaison, peut-être est-ce que la réalisatrice, toi Lou, du coup, t'es la CEO qui a la vision de la boîte et qui sait avec qui elle veut faire des partenariats, qui elle veut interroger, etc. Et toi, Salomé, tu serais plus la CTO ou tu vois, genre la version administrative des choses ou pas? Je vulgarise, mais juste pour comprendre, par exemple, moi là, j'ai un peu du mal à comprendre la boîte de prod derrière. Vous pensez qu'elle allait chercher les financements au début ou là elle fait quoi? Pour dire, c'est un peu ça, sauf que dans le cinéma, c'est pas tellement hiérarchisé en mode le réal, c'est le chef, et puis après, il y a tel rôle et avec une hiérarchie. Après, les deux peuvent travailler ensemble. Mais... En fait, c'est plus une synergie où chacun a son rôle, et c'est le fait que chacun occupe ce rôle-là qui va permettre de créer le produit final, le film. Et du coup, le réal, c'est plus la personne qui va être en charge de la vision artistique, du contenu proprement dit, de l'exploitation de l'idée. Mm-hmm. Et la production, c'est la personne du coup qui va permettre de mettre sur pied le film en allant chercher les financements, en s'occupant éventuellement de l'organisation du projet. D'accord. Donc c'est pas tellement qu'il y en a un qui est supérieur ou quoi à l'autre et qui doit donner par exemple des directives. Mais c'est plus, voilà. Mais c'est quand même ton film, donc du coup, faut pas non plus que
parfois j'avais cru comprendre que parfois il y a des productions qui influençaient trop les réalisateurs sur la manière de faire des films. Je sais pas du tout si c'est le cas dans le documentaire. En fait, c'est possible à partir du moment où le producteur met beaucoup d'argent dans le film, il a son mot à dire. Là, c'est différent vu que c'est à une petite échelle, donc forcément j'ai une totale liberté. Mais c'est vrai que ça peut arriver qu'un producteur veuille faire changer de voix ou une réalisatrice, ouais. Ok, d'accord. Donc du coup, là finalement, la production, c'est une équipe à part. Donc toute la partie technique, réalisation, tournage. Ensemble, en fait. Donc du coup, c'est la même équipe. Ok, c'est toi qui l'as recruté en fait. Enfin, c'est tes contacts, c'est ça. Donc moi j'avais déjà des contacts par exemple pour la location de matos, je savais directement où aller. Salomé, elle, son expérience de partenariat, ce qui fait qu'elle a pu tout de suite obtenir de l'argent pour avoir du budget pour le film. Le budget, on l'a fait toutes les deux, on savait à peu près la somme dont on avait besoin. Et donc tout ça a fait, vous savez combien vous avez besoin, et là vous vous orientez vers le crowdfunding. Voilà. Pourquoi le crowdfunding plus que, je sais pas moi, des subventions pour la culture ou... Alors moi, ça c'est une raison très très simple, c'est qu'en réalité les subventions pour le cinéma... Je sais pas. En fait, mais oui, mais on se rend pas forcément compte, mais les subventions c'est très intéressant, c'est ce qu'il y a de mieux, même parce que tu as un gros budget qui est alloué directement, qui peut se compter en milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros, mais elles sont très compliquées à avoir dans le cinéma quand on commence et qu'on n'a pas encore fait son nom. Et c'est ça qui est compliqué en fait, c'est quand même une niche où il faut déjà avoir prouvé sa valeur, et souvent dans le documentaire, comment ça marche, tu vas faire ton documentaire et une fois qu'il sera monté, là on va te faire confiance, une chaîne va l'acheter éventuellement et mettre des sous, mais avant ça, il faut se lancer, il y a un moment où il faut se lancer, et nous on s'est rendu compte qu'on pouvait faire un beau travail sans forcément un budget démesuré, en tout cas pour ce film-là. Et donc on s'est dit, allez, autant ne pas attendre, parce qu'on aurait pu aussi attendre, trouver une boîte de production déjà montée et qui nous donne de l'argent, ça aurait peut-être marché au bout d'un an. Il faut, voilà. Mais nous, on s'est dit, on va pas avoir cette patience-là, et en fait, on va se lancer directement. On a cru tellement à notre projet qu'on s'est dit que ça méritait de pas patienter et de le faire, quoi. Et c'est marrant, c'est un peu le même vocabulaire que nous, les petits entrepreneurs, avec les levées de fonds ou pas derrière, ou les investisseurs. C'est ça, en fait. T'as envie de te lancer et tu fais ton projet et puis tu te débrouilles pour le faire, quoi. C'est ça. Et du coup, crowdfunding, et là, du coup, j'avais bien vu que vous avez eu, enfin, c'est peut-être pas la première, mais en tout cas, il y a eu un gros obstacle en termes de crowdfunding. Donc, est-ce que vous pouvez, est-ce que tu peux en parler En fait, on a fait notre campagne tranquillement. On était très contentes, en plus, au début, parce que qui a commencé, du coup très vite. Ça a très bien marché. En 2 jours, on avait presque 2-3 jours, presque atteint l'objectif de la cagnotte, qui était de 2 000 €. Sur un crowdfunding qui est censé durer, enfin, une campagne qui est censée durer 1 mois, comme d'habitude. Voilà, c'est ça. En fait, on s'était dit, trop bien, c'est bon, c'est fait. Presque, voilà. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on était sur GoFundMe. Okay. Et apparemment, ils ont des bots qui repèrent les mots sexuels. Et notamment, du coup, on avait orgasme, éjaculation, voilà. Et on s'est fait censurer. Notamment, on avait aussi des photos que j'avais prises dans un shooting et qui étaient un peu suggestives. Mais voilà. Donc, on s'est dit, zut, il faut repartir à zéro. Mais je comprends pas, ils ont supprimé votre page, votre compte, sans transition, sans avertissement. Comme ça, là, on s'est réveillé un jour et on s'est dit, bonjour, au fait, votre cagnotte est supprimée. Ouais, comme ça. D'accord. Ouais. Mais il n'y a pas de... Pas d'avertissement. Il n'y avait même pas de personnes référentes, un contact chez eux ou... Non, Salomé a bien essayé de leur parler. Non, en fait, GoFundMe, déjà, c'est américain, donc ils n'ont pas de numéro de téléphone, on ne pouvait pas les joindre et on ne parlait jamais 2 fois à la même personne sur le mail général de service client. Donc c'était toujours le même copier-coller de réponse qui disait « vous avez enfreint des termes et conditions » sans explication. Et on a insisté. Entre-temps, on a rouvert une cagnotte sur le pot commun qui est français, à qui j'ai parlé directement, qui ont été super compréhensifs et qui ont dit « non mais il n'y a pas de problème, on met votre dossier vraiment sous surveillance au cas où il se passe quelque chose, mais il n'y a pas de raison ». Donc, en attendant, le GoFundMe est revenu vers nous après en disant que c'était à caractère pornographique. Donc c'est pour ça qu'ils l'avaient supprimé. Vous n'avez pas compris que c'était que des interviews ? Quasiment, enfin, il me semble que c'est que des interviews, même si peut-être qu'il y a des photos suggestives, il y a pas de...
Enfin, c'est un documentaire, beaucoup de témoignages, en fait, on est d'accord? Bah, c'est ça, en fait, il n'y aura aucune image sexuelle. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas des humains qui analysent le projet, ce sont des robots. Donc, il y a des termes clés et du coup, c'est très problématique, en fait, parce que si on automatise la recherche comme ça par bot pour repérer les campagnes éventuellement problématiques, du coup, tout contenu est potentiellement pédagogique ou artistique lié à la sexualité qui va être assimilé de la pornographie, va se retrouver striké et complètement viré, en fait, du site et donc de possibilités de financement. Donc ça, c'est ça, en fait, le point problématique. C'est qu'ils font pas d'exception. Ouais, aucune. Donc même après discussion, enfin de toute façon, le compte était déjà supprimé, ils ont dit non mais en fait... impossible parce que c'est pornographique sans même chercher à comprendre ce que c'était. Quoi. Ouais, et encore heureux parce que quand même ce qui s'est passé c'est qu'on a eu peur qu'ils remboursent tous les donateurs et ensuite qu'il faille de notre côté aller voir tous les donateurs et leur dire « Ah, bonjour, est-ce que tu veux bien remettre de l'argent sur le pot commun ?» Alors que là non, ils nous ont quand même redonné l'argent qu'on avait déjà eu. Mais j'ai l'impression que c'est aussi parce qu'on a tellement insisté que voilà. D'accord, mais du coup, est-ce que vous avez pu transférer l'argent de GoFundMe sur le pot commun pour montrer que votre campagne a été quand même un bon stade? Eh ben non, on n'a pas pu faire ça parce qu'en fait... Oui, parce que je suis allée sur le pot commun tout à l'heure et il n'était pas complet alors que je savais que vous aviez fini votre campagne. C'est ça. Du coup, c'était trop dommage pour notre visibilité perso, c'est sûr. Mais en fait, comme on a eu l'argent du pot commun de GoFundMe, juste au dernier moment où il nous manquait plus beaucoup d'argent, on s'est dit bon bah... Et le pot commun a accepté du coup que même... Enfin je sais pas comment ça fonctionne pour le pot commun, mais selon les entreprises de crowdfunding, normalement parfois il faut finir la campagne pour recevoir les dons. Non mais là c'était bon, hein, c'est ça. Bah ça c'est un élément sur lequel Lou elle avait insisté dès le départ, c'est que quoi qu'il arrive, il fallait vérifier que la cagnotte acceptait qu'on puisse retirer l'argent au fur et à mesure. Et même si on n'arrivait pas jusqu'au bout, parce que même un petit peu d'argent, ça aidait vachement le projet. On n'avait pas besoin d'avoir 2000 € ou rien. C'était même tout entre, parce que l'eau, elle allait mettre sinon de sa poche, de base. Donc tout pouvait juste aider. Et au final, on a eu beaucoup de chance, notamment pour la location du local où on a tourné. Qui a été... ils nous ont fait un prix, moitié prix, en plein Paris, vraiment, vraiment à chaque fois des gens qui ont été aussi très compréhensifs par rapport au petit budget qu'on avait. Ok, d'accord. Trop bien. Ouais. Donc ça, c'était l'un des gros obstacles que vous avez eu. Est-ce que vous en avez eu d'autres, peut-être plus petits, ou je sais pas, des remarques, des critiques, que ce soit de votre entourage, votre famille, le fait d'entreprendre un projet comme ça, pour ton premier en plus documentaire. Je sais pas si à l'avenir ou même avant tu savais que tu voulais commencer par ça, ou si tu vas te spécialiser dans des documentaires sur des thématiques sociales ou de mœurs, etc. Mais voilà, c'est marquant, c'est ton premier court-métrage. Donc est-ce qu'il y en a pas qui t'ont dit tu veux pas attendre un peu d'être connu pour le faire, ou je sais pas, enfin... Alors c'est un long métrage, hein. Ça va vraiment être un long film. Oui, pardon, long métrage, excuse-moi. Oui. Le premier documentaire, voilà, c'est ce que je voulais dire. Non, écoutez, franchement, très bon accueil, au contraire. La seule chose, c'est que des fois, des féministes qui sont d'emblée plutôt méfiantes. Et encore une fois, je le comprends, parce qu'il y a la réaction de « mais non, en fait, pour les hommes, c'est facile et ça va, on a assez parlé d'eux, donc pourquoi encore parler de leur sexualité ?» C'est un point de vue que je comprends parfaitement, et donc une fois... Moi, j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre, mais... en fait, empêcher le savoir, enfin, s'empêcher d'acquérir du nouveau savoir, ça me dérange un peu, mais... Je comprends, en fait, je comprends quand même leur méfiance, même si, évidemment, pour moi, ça m'arrêtera jamais, cette méfiance, et que je trouve que c'est important d'avoir... de déconstruire aussi, ou d'ouvrir la voie vers d'autres masculinités. Donc, à part cette méfiance-là de certaines féministes qui pensent que, globalement, le thème du masculin est bouclé, ou en tout cas a été trop abordé et ne mérite pas autant de visibilité, à part ça, globalement, ça a été très bien accueilli, même ma famille est enthousiaste, même mon papy a mis dans la cagnotte, donc c'est dire. Voilà. Ok, il voit l'intérêt, il voit ta démarche, quoi. Voilà. Ok. Donc après, non, franchement, c'était globalement très bien accueilli par les amis. Les gens sont curieux, en fait, parce que comme ça n'a jamais été abordé comme sujet, forcément, toutes les réactions, c'est « mais non, en fait, c'est facile pour les hommes », et quand on leur explique, c'est
voilà, ils tombent des nues, ils disent c'est incroyable. Ou est-ce que ça a généré des ah ouais, en fait moi aussi, mais en off peut-être, oui. en mode juste discussion à deux ou sans personne autour. Il y a plein d'amis garçons qui sont venus me voir en me disant bon, moi je pourrais jamais témoigner en face caméra, c'est encore trop intime pour moi. En revanche, j'avoue que ça résonne beaucoup en moi. Moi je sais pas si j'ai déjà eu un orgasme. Moi je prends pas tellement de plaisir. Moi je stresse trop avant le sexe. Enfin, il y a plein de cas de figure, quoi. Ok. Et du coup, comment va s'organiser vraiment le... Enfin, je sais pas si je peux te demander ou c'est spoilé, si tu peux expliquer comment va être organisé le documentaire. J'ai compris que c'était des interviews face caméra parce que c'était important pour toi que ce soit pas, des visages cachés ou juste la voix pour montrer que c'est un sujet normal. Voilà. Mais voilà, comment tu fais la transition? Est-ce qu'il y a... T'as des thèmes différents ou différents types de personnes d'orientation sexuelle, voilà. Alors oui, déjà c'est inclusif. Enfin, moi je tenais vraiment à ça pour montrer que les masculinités c'est un spectre très large. Donc on a évidemment des mecs cis hétéros, mais on a aussi des personnes gays, des personnes bi, pansexuelles. On a la chance d'avoir eu une personne trans qui est venue témoigner, donc ça c'est super important et précieux pour nous. Donc moi c'est ce point de vue-là, c'était forcément inclusif dans mon esprit. Et ensuite pour la structure du documentaire en lui-même, effectivement il y a des thèmes un peu progressifs. Ça va pas être une interview puis une autre puis une autre puis une autre, ça va être tout mélangé. Voilà, c'est plutôt par thème. Et aussi en voix off, on va présenter quand même l'enquête qu'on a menée, parce que c'est pas évident de dire je vais faire un documentaire sur l'orgasme masculin, genre pourquoi en fait. Donc il y a l'enquête qui sera mise en scène évidemment. Voilà. Ok, d'accord. Et comment vous avez trouvé ces personnes-là pour qu'elles acceptent de témoigner? En plus, voilà, il vous fallait une diversité de personnes pour représenter au maximum les masculinités. C'est ça. Comment on les trouve? C'est pas simplement un sondage ou un casting, C'était presque un casting en fait. Et là, ça nous a pris beaucoup de temps. Okay. Donc en fait, il y a des personnes comme moi, par exemple, la personne trans, je savais déjà, j'avais vraiment envie qu'ils viennent parler sur le tournage. Donc je lui ai écrit sur Instagram. D'autres personnes, on a proposé sur Instagram à des personnes de venir nous dire si elles avaient envie de témoigner en face caméra, du coup obligées pour le documentaire. Et il y avait certains amis à nous aussi où on s'était dit c'est bon, lui il vient, je le connais, il a des choses à dire. Et ensuite, on a fait des appels téléphoniques avec toutes les personnes, donc à peu près 20 minutes, une demi-heure par personne, pour savoir déjà s'ils étaient à l'aise à l'oral et s'ils avaient des choses vraiment à dire. Et on en a sélectionné 12. Okay. 12, donc nos critères de diversité, évidemment. On ne voulait pas que ce soit qu'une catégorie en fait, d'hommes. Et ensuite, on a aussi j'ai un collectif d'artistes qui s'appelle La Cuillère en Plastique et qui est axé plus sur les quartiers populaires et les personnes racisées. Donc, on a pu avoir aussi de ce côté-là d'autres types de témoignages. Parce que selon la culture, les injonctions peuvent être différentes sur la masculinité ou la féminité. C'est ça, voilà. Donc pour nous, on tenait vraiment à avoir un panel le plus large possible, mais ça nous a pris longtemps. Ça vous a pris combien de temps ? On a commencé à chercher en réalité en août et on était fixé, peut-être un petit mois quand même. Ok, d'accord. Ouais. Donc quasiment à faire que ça. Est-ce que la campagne était quand elle était en crowdfunding. Les deux en parallèle, vous avez fait ? On était à fond. On a pas mal travaillé. Déjà, on m'a toujours dit qu'une campagne de crowdfunding, ça prenait en gros au moins 2 mois, au moins un mois avant, un mois pendant, plus les difficultés que vous avez eues, plus du coup le casting, ça fait beaucoup quoi. Que à 2. Franchement, on s'est démenés, hein. Parce qu'au final, le moment où ce garçon m'a dit qu'il avait jamais eu d'orgasme, c'était en mai. Et en fait, moi j'ai commencé à écrire le dossier, c'était fin mai, début juin. Après, en août, Salomé, elle m'a dit vas-y, on fait la campagne, on y va, let's go. Et fin septembre, on avait ultra rapide. Ouais. On avait pas le temps. Ah mais c'est trop... j'avais pas compris que c'était un laps de temps si court. Que je pensais que l'idée était venue avant, quoi. Ok. Ah ouais, non. D'accord. Ouais, voilà. Du coup, quand est-ce que la mécanique des sens sera tournée, ou ça a déjà commencé, et va sortir? Alors, on a déjà presque fini de tourner. Ah, ok, d'accord. Parce qu'on a vraiment fait 2 week-ends intenses là, de tournage pour les interviews. On en faisait 3 par jour sur 4 jours, en fait, donc 12.
Ok. Même s'il y a eu un désistement à cause du Covid, même deux. Trop dommage d'ailleurs, c'était des gars qui avaient l'air passionnants. Ok. Et voilà, circonstances Covid fait que. Et il nous reste quelques images encore à obtenir, c'est plus pour les transitions, mais c'est dans la voie de bientôt, on va dire. Donc là, je vais m'attaquer au montage bientôt. Et bon, pour la date de sortie, c'est pas encore fixé dans le marbre. On espère que ce sera d'ici la fin de l'année, quoi. Pour un peu avant Noël, pouvoir organiser une projection. Encore une fois, si situation Covid le permet, on croise les doigts. D'accord. Mais ça devrait être, voilà, maximum début d'année prochaine. Ok. Et donc là, oui, t'es réalisatrice et en plus tu montes aussi. Ça se passe pas tout le temps comme ça normalement aussi. Non, effectivement, quand il y a un gros budget, une équipe, bah là c'est vrai que j'étais réalisatrice, je filmais aussi, je fais l'éclairage. Ok. Voilà, donc ça faisait pas mal de rôles. Mais j'aime bien monter en fait, et comme ça permet d'avoir vraiment une vue précise sur le documentaire. Ok, et ça va te prendre combien de temps de monter? Ça peut prendre du temps, Ouais. C'est le plus long. Oui, c'est ça, c'est le plus long. Ouais. En plus, des fois, tu regardes le documentaire et à l'image près, tu ne sais pas, ne faudrait-il pas enlever cette seconde? Ça se passe vraiment comme ça. Mais c'est pour ça que je me suis laissée jusqu'au mois de décembre pour dire je monte tout. Mais ça en parallèle, du coup, toi, Salomé, tu vas devoir activer je sais pas moi, les réseaux, la presse pour dire que vous allez sortir à partir du moment où vous avez une date, ou comment ça se passe du coup pour faire la promotion quoi, du documentaire et qu'on en entende parler? Et justement, c'est ce qu'on discutait de ça tout à l'heure avec Lou, continuer à alimenter surtout son compte Instagram en attendant pour pas perdre les gens et parler un petit peu du projet. Donc je pense qu'on va alimenter de temps en temps avec, je sais pas, des images des acteurs ou ce genre de choses au fur et à mesure que Lou monte et que ça se concrétise un peu plus aussi, la forme que ça va prendre. Voilà, du petit teasing, un trailer potentiellement à un moment aussi. Et en parallèle, c'est vrai que moi, je vais continuer à avoir des entretiens avec, en fait, de plus en plus de comptes Insta notamment qui sont intéressés et qui portent sur les sujets de la sexualité directement, donc qui ont une audience qui s'intéresse à ça, parce que ça peut faire beaucoup de visibilité par la suite pour parler du docu et toucher le plus de monde rapidement. C'est vrai que là, Insta, c'est vraiment un vecteur aussi, même pour tout type de projet en fait. Et là, dans le cadre d'un projet artistique documentaire, Insta, c'est le premier média auquel vous pensez, ou il y a aussi de la presse plus traditionnelle, ou du Twitter, ou j'en sais rien? En fait, là aussi, on est parti sur Insta, c'est parce que moi, j'avais déjà la base de mon compte Faire Genre, où il y avait une petite communauté. Donc, en fait, on s'est dit, cette communauté, elle va probablement être intéressée par le sujet du documentaire, vu que c'était une communauté globalement féministe et intéressée par les questions de genre. Et voilà, donc en fait, c'est parti là-dessus. Twitter, on l'a pas du tout exploré, enfin, c'est pas trop un réseau qui nous parle. Et Facebook, c'est un peu plus limité aussi, hein. Je trouve que ça tombe en désuétude, comme on dit. Exact. Ouais. Et après, pour la suite, la presse, si, ça va commencer quand, du coup, Salomé est rentrée en contact avec... je sais pas si on peut dire leur nom, du coup. On va pas leur dire. Au pire, tu couperas ou je te dirai qu'on a parlé d'elle. En fait, il y a Meufé qui nous a contactés parce que, justement, le projet, c'est une entreprise... donc féministes par des femmes, et elles font la promotion de ça dans le monde. Donc Lou, pendant le tournage, a été interviewée directement par Clotilde de Meufé. Donc on sait que l'association va potentiellement changer de nom, mais c'est le média de l'association Meuf Meuf Meuf. Et ça permet une visibilité aussi sur leur site. Et puis on a tous les podcasts comme toi notamment. Et on va parler aussi au docteur Boujaoudé, de Charles Poinco, donc la semaine prochaine, et ça nous donne aussi des appuis un peu de crédibilité par rapport au monde de la sexualité au niveau scientifique, tu vois, des appuis dont on a besoin aussi. Il y a le côté très créatif et puis il y a le côté crédibilité scientifique. Ok, donc le film devrait sortir fin décembre, janvier, dans ces eaux-là. Et va leur en faire la promotion, des projections. Donc ça, j'imagine, ça va prendre du temps aussi. Et après, vous avez déjà d'autres projets en tête? Est-ce qu'on peut en parler ou pas? Pour après le film, en vrai, c'est vrai que moi, du coup, je suis réalisatrice, en fait, donc je suis sur un projet en même temps de court-métrage.
qui est en train d'être développé, de fiction cette fois-ci. Donc un autre projet, là, cette fois 2 courts-métrages, enfin fiction court-métrage. Ok. Et j'ai déjà un court-métrage qui va pas tarder à sortir, que j'ai tourné avec mon collectif La Cuillère en Plastique. Ok. Donc celui-là, c'est un court-métrage autoproduit. Donc pareil, petit budget, mais l'autre qui est en train d'être développé devrait avoir on espère, des financements qui permettent d'avoir plus d'ambition en termes de technique, tout simplement. Et ensuite, un autre documentaire que je commence à écrire, mais bon, celui-là, on va le garder dans la boîte. Ça sera, juste pour savoir, ça sera toujours un peu autour des thèmes de genre, de sexualité ou autre chose encore? C'est un thème qui m'obsède de toute manière. Donc en fait, c'est toujours presque dans tout ce que j'écris, mais ce sera peut-être pas aussi évident. En fait, ce sera pas directement là-dessus, mais c'est vrai que la masculinité, la féminité, c'est toujours un truc qui revient d'une manière ou d'une autre. Ok. D'accord. Mais du coup, c'était quelque chose qui t'intéressait avant même d'entendre ce témoignage d'un pote qui disait qu'il avait jamais joui. Ça vient d'où? C'est vrai que là, j'agrandis le sujet, mais c'est pas une question que je pose souvent, mais là, c'est important, clairement. De quel moment tu t'es dit je suis féministe, ou alors à quel moment tu penses que ces sujets ont commencé à t'interpeller avant même peut-être que tu te sentes féministe? Je pense que je l'ai toujours été. J'ai de la chance déjà d'avoir grandi dans une famille qui est très ouverte sur ces questions-là, surtout ma mère qui est très engagée. Mon père m'a fait lire Simone de Beauvoir, j'avais 16 ans. C'était clairement trop tôt pour lire Simone de Beauvoir, mais bon. Et après, moi j'ai fait de la philosophie aussi. Donc les questions de genre, j'ai tout appris à l'ENS où j'étudiais. D'accord. Et ça m'a toujours questionnée. En fait, je trouve que c'est dur dans cette société, quand t'es une femme et que tu te rends compte des inégalités, en fait, c'est difficile de passer à côté, en fait, parce que c'est ta réalité au quotidien. Voilà. Moi, je trouve justement que parfois, même en philosophie, tu vois, selon les auteurs les philosophes qu'on va étudier, on peut passer à côté et être complètement modelé du patriarcat. Et moi, personnellement, je m'en suis rendu compte qu'en partant de la France, que en fait, j'étais pas si avantagée que ça en France, et qu'il y avait plus de liberté ailleurs et plus de liberté pour la femme ailleurs. Et c'est en revenant que je me suis dit, mais en fait, pourquoi je m'en suis pas rendu compte avant, que j'étais en plein dedans, quoi. Et du coup, toi, tu t'en es rendu compte vraiment en étudiant? Non, pas que ça. J'ai beaucoup voyagé aussi. Donc c'est vrai que j'ai été en Australie, au Canada. Il y a aussi du sexisme, mais il n'est pas pareil. Bien sûr, fait. Donc on voit d'autres dimensions où des femmes sont plus libérées sur certains points là-bas, et ça permet de réfléchir. Mais ouais, c'est en étudiant, c'est dans ma vie personnelle aussi. Plein d'éléments qui font que... En philosophie, en fait, curieusement, l'université c'est encore très, très sexiste. Et ça, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Mais les professeurs, par exemple, ils vont plus s'intéresser aux élèves garçons. Ils vont plus... quand il y a des questions, ils vont plus s'adresser à eux, ce genre de choses. Et sur le coup, je m'en rendais pas compte. Même à l'ES, Mais d'ailleurs, il y a un TED Talk, une femme trans, pour le coup, donc du coup, M2A. Ok. Et qui disait quand j'étais un homme, quand on m'identifiait encore comme un homme, j'avais l'impression d'être super intelligent. Et depuis qu'on m'identifie comme une femme, j'ai l'impression d'être stupide, juste parce qu'on m'écoute plus, on me prend pas au sérieux, etc. Et c'est un peu l'impression que j'avais quand même des fois en philosophie, parce que curieusement il y a beaucoup d'hommes dans cette discipline, et j'avais l'impression d'être bête. Et un jour, je me suis rendu compte que je l'étais pas, en fait. Pas plus qu'eux, en tout cas. Okay. J'imagine que toi, seulement, une école de commerce, c'était pas mieux. Honnêtement, je me suis jamais posé la question, du coup, avant de rencontrer Lou. En fait, d'accord. Voilà, en école de commerce, on était dans un moule. Moi, je m'y étais très bien adaptée, puisque dans ma famille, rien n'était remis en question. Donc, moi, j'avais été élevée avec des œillères, on va dire. Et du coup, c'est arrivé beaucoup plus tard, toutes ces remises en question dont Lou me parlait au début. J'avais l'impression qu'elle parlait d'un truc dans un monde parallèle. Et au fur et à mesure, je me suis dit en effet que c'est pas vraiment normal parfois les comportements qu'avaient les mecs, même en école de commerce. Honnêtement, maintenant que j'y repense, c'est horrible entre les profs et les mecs là-bas. Et puis on y participe un peu aussi, quoi, en étant dans le moule. Ah bah oui. C'est pour ça que c'est une sorte de double peine après quand tu t'en rends compte, parce que tu dis tout ce que j'ai fait comme pour y participer et pour pas aider d'autres femmes dans ces moments-là. Et ouais, donc perpétuer ça. Mais bon, je suis tombée sur Lou, donc j'ai eu de la chance, moi. Tu connaissais depuis combien de temps ?
Ah mais en fait c'est ça qui est un peu marrant dans notre histoire. Je sais pas si le mot est marrant, mais à l'origine on se connaît depuis quoi 7 ans à peu près, je dirais. Et en fait j'ai été très amie avec son ex finalement. Et lors de leur rupture, curieusement on s'est rapprochés toutes les deux. Ok, Voilà. d'accord. Donc pendant les Sororité. études quoi. Ouais, pendant les études. Ok. Fin des études quand Ok. même. Enfin, le grand moment où on s'est rapprochés, c'est depuis 1 an où on est devenu très très proches d'un coup. On s'aimait déjà bien avant, hein, mais là c'était... Ok. Et du coup, donc en faisant le point un peu sur les origines de ses convictions, etc., c'est une question que je pose souvent à la fin des épisodes. Est-ce qu'il y a des... par rapport à la sexualité, par rapport au féminisme, par rapport à voilà, ce que tu fais avec ce documentaire, est-ce qu'il y a des projets, des associations, des entreprises que tu aimerais voir plus émerger à l'avenir tu vois, des choses que si tu les fais pas toi, t'aimerais que quelqu'un d'autre le fasse. Tu disais que vous disiez tout à l'heure que vous avez pas mal d'idées de temps en temps de boîtes, d'entrepreneuriales, etc. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous pensez, des thématiques que vous aimeriez qui soient plus abordées dans notre société aujourd'hui? C'est quoi le sexe du futur? Je sais pas. Tu vois, je pose la question de plein de manières différentes. Trop de projets là. Faire une liste? Non, c'est déjà... pas pour copier, hein, c'est juste par moi. J'ai envie que ça soit inspirationnel aussi pour que ça donne des idées aux gens. Ouais. Et... Bah déjà, avec Salomé, on aimerait faire une boîte de production, en vrai. Parce qu'on s'est rendu compte à quel point c'est compliqué, parce que dans les boîtes de production, aujourd'hui, elles sont souvent tenues par des hommes d'une 50aine d'années qui ont leurs convictions et leurs intérêts qui ne convergent pas forcément avec les nôtres. Donc on s'est dit, écoutez, si jamais on ne veut pas nous produire, on va se produire toute seule et on y arrivera bien aussi. Et on voudrait soutenir d'autres femmes ou même d'autres personnes dont le point de vue est souvent pas mis en valeur dans le cinéma. Donc vraiment, dans le monde du cinéma... aujourd'hui, il y a encore un point de vue dominant, même si, heureusement, ça change petit à petit. Mais bon, l'épisode des Césars l'a clairement bien montré. Bien sûr. Voilà, donc on voudrait vraiment travailler là-dedans, Salomé et moi, et commencer à, si ce n'est changer ce milieu, mais apporter une petite pierre à l'édifice. Féminiser et rendre plus inclusif tout le milieu du cinéma, de la production. Il y a quasiment... tous les métiers dans le cinéma sont très masculins finalement, tant du côté technique que artistique. Il y a pas. Est-ce qu'il y a un rôle très féminin dans l'industrie du cinéma? Je sais pas, comme par exemple dans le médical. Ah oui, voilà, ok. Maquilleuse, par exemple, oui. Ce serait souvent plus des femmes. Habilleuse, maquilleuse, coiffeuse, le stylisme est pas mal masculin aussi. Mais à titre d'exemple, une anecdote un peu rigolote. On est allé louer du matériel à SOS Ciné, qui est une très bonne boîte de location. Franchement, ils font du bon taf. Et donc on arrive, déjà, c'est vrai qu'il n'y a que des gars qui viennent louer du matos, etc. Donc ça montre que souvent, les entreprises audiovisuelles sont menées par des hommes. Mm-hmm. Mais on arrive et on loue des lumières et il y a un employé. À chaque fois, ils doivent montrer comment fonctionne le matériel qu'on loue. Donc très bien, ils nous expliquent. On était là pour des lumières. Ils nous montrent les lumières, comment ça marche. Même si vous pourriez très bien le connaître, ils sont obligés. Ça, c'est leur rôle. Ok. Donc c'est très bien. En revanche, ils me demandent à un moment, tu tournes avec quoi? Donc je dis le nom de la caméra, qui est un Sony A7 III. Et enfin, on explique bien qu'on est là pour un projet de long métrage, etc. Il me dit, ah bon, t'as le Sony A7 III, mais pourquoi tu tournes en 4K? Il faut tourner en 1080p, etc. Puis il commence à m'expliquer ma caméra. Comme si j'étais là pour faire, je sais pas, une vidéo YouTube make-up et que j'y connaissais rien de ce que je faisais. Et quoi qu'on peut faire une vidéo make-up et très bien s'y connaître, ça n'empêche pas. Mais en fait, du coup, il a donné son point de vue. Il m'a dit qu'en plus, j'utilisais pas forcément bien parce que j'étais en 4K ou je sais pas quoi et qu'il fallait pas. Et voilà. Et puis Salomé l'a rabrouillé à un moment, il dit, ah non, en fait, c'est pour le cinéma. Hein. Ouais, donc c'était le mansplaining dans toute sa splendeur. Exactement. Quoi. Et puis là, il nous a fait, non, mais du coup, c'est pas 4K, hein, c'est 8K. Hein. Enfin bref, il voulait vraiment avoir raison et nous expliquer l'usage de ma propre caméra, quoi. Ok. Bon, sur le coup, en plus, j'étais vraiment passive et c'est après, en discutant avec Salomé, on s'est dit, waouh. Il s'est même pas intéressé à ce que tu faisais. Il s'est même pas intéressé à qui elle était ou quelle expérience elle avait. Il a demandé ce que c'était le projet. C'est la réalisatrice. On a déjà fait un tournage la semaine dernière. Elle a déjà fait des projets avant. Et il lui a expliqué de A à Z comment utiliser sa caméra. Moi, je pense que sur le coup, vu que c'était pas à moi qui parlais directement, j'ai plus réagi. Je me suis rendu compte de ce qui se passait. Et Lou, après, elle a dit, mais en fait, il m'expliquait ma caméra, là. C'est vraiment passé comme ça. J'étais choquée, je me suis sentie, mais moi aussi je suis réalisatrice, gars, tu vois. Ok.
Voilà. D'accord, ouais. Bon, après, je pense pas qu'il voulait un mal, mais c'est juste un réflexe de, tu vois, la petite nana qui arrive, qui loue sa petite lumière, elle est mignonne, faut lui apprendre. Ouais. Okay. Il m'a dit non, mais 1080p, c'est bien pour regarder sur téléphone. Hein, comme si on pouvait pas avoir une ambition au-delà qu'un contenu qu'elle être visionné sur du téléphone. Ce qui est déjà une très bonne ambition en soi, mais pour le coup, on visait autre chose, quoi. Ok, voilà. D'accord. Bon, classique. Ouais. Très bien. Donc, ouais, une grosse... beaucoup de choses à faire, mais comment ça pourrait se construire, en fait? C'est quoi? C'est des associations qu'il faut? C'est des lobbies, des syndicats féminins? Je sais pas comment... Je connais pas assez le milieu du cinéma pour imaginer, en fait. Ah, dans le milieu du cinéma, parce que là, on parlait du milieu du cinéma. Dans le milieu du cinéma, pour le coup, je pense que ça va être les initiatives personnelles de gens qui sont plus en accord avec cette vision-là. En fait, j'ai du mal à penser que le monde du cinéma tel qu'il est va changer et s'adapter. C'est plus quand on va voir émerger de nouveaux acteurs et nouvelles actrices de ce monde-là, des réalisatrices, des réalisateurs, peut-être avec d'autres points de vue, plus queer ou racisés, et qui vont tous travailler ensemble à développer un monde plus ouvert. Mais c'est sûr que ça va pas être évident, parce que ça va être que des acteurs qui vont devoir travailler de probablement rien, et avec beaucoup d'efforts à fournir pour faire sa place dans un milieu qui est quand même une petite niche, pas du tout évidente à intégrer, et qui demande en plus des moyens financiers. Assez important en fait pour faire un film, et je pense que ça va être comme ça. Est-ce que tu as déjà des initiatives dont tu pourrais nous parler, ou pas, des maisons de prod ou des réalisatrices qui t'inspirent et qui font déjà un peu ce travail-là et qu'on pourrait aller voir? Oui, heureusement ça change. Ou même des réalisateurs, mais même des hommes, mais qui voilà, ont cette démarche-là d'être plus inclusif, quoi. Par exemple, il y a Courtrage Mais, là c'est plus pour les personnes issues des quartiers populaires, donc c'est l'école créée par Lajli, le réalisateur des Misérables. D'accord. Donc là c'est aussi pour l'idée de ok, t'as rien, t'as pas d'argent, mais viens, t'as une caméra, on va pouvoir faire un film, donc c'est très bien. Du côté, il enseigne en fait, du coup. Oui, c'est l'école, ok. Voilà, c'est vraiment une école. Et le critère pour entrer dans l'école, c'est de n'avoir jamais fait d'études supérieures de cinéma. Donc c'est complètement opposé à la FEMIS par exemple, qui est aussi une très très bonne école, mais qui va demander de presque déjà savoir faire du cinéma. Il y a de plus en plus des initiatives. Par exemple, il y a Malmö, je crois que ça se prononce, Malmö Productions, qui a été créée par Camille Cotin et Shirley Cohn, qui donc a pour but de produire surtout des films réalisés par des femmes, ou en tout cas a un but féministe qui est vraiment explicite. C'est écrit, c'est même pas caché rapidement. Donc petit à petit, il y a des initiatives comme ça dans le cinéma, mais c'est pas encore... Ouais. Oui, parce que nous, en tant que simples spectatrices, on se rend pas compte finalement de qui il y a derrière, qui fait quoi, qui paye quoi derrière un film, et donc du coup quelles sont les idées qui sont parfois véhiculées et dont on se rend pas forcément compte tout de suite si on réfléchit pas. C'est ça qui est très compliqué, parce que du côté de la réception, on subit presque ce qu'on voit, dans le sens où si les chaînes de télévision elles veulent que diffuser des films avec un certain point de vue, on ne verra que ça. Si les producteurs produisent sans cesse les mêmes films avec les mêmes perspectives de male gaze comme on dit, on ne verra que ça en fait, parce que on ne voit que ce qui est produit. Donc si on ne produit pas des nouvelles choses, c'est un peu comme pas autre chose. Et je pense que les représentations visuelles pour le coup ont un impact immense sur cette société aujourd'hui en fait, parce qu'on est une société de l'image plus que jamais. On consomme beaucoup de contenu, de séries télé, de vidéos YouTube, de films au cinéma, et si ça change pas, je pense pas que nos mentalités elles vont bouger aussi vite, tu vois. Il faut l'éducation d'un côté, pour réformer l'éducation je pense, et en plus de ça en termes de visuel, de création, d'art, avoir de plus en plus de nouveaux acteurs et actrices qui s'impliquent, quoi, et qui osent, parce que c'est pas évident du tout. J'allais dire, je sais pas si c'est malheureusement ou heureusement que je dois dire, mais je pense que le changer du contenu visuel, de changer l'industrie du cinéma sera peut-être, j'espère du coup plus rapide que changer l'éducation nationale, même si ça devrait peut-être être dans ce sens, enfin l'inverse, mais bon, ce sera plus simple de faire des initiatives individuelles comme vous faites que changer les programmes scolaires. C'est sûr. En fait, je pense qu'à long terme, l'éducation, c'est
ce qu'il y aura le plus d'effet, parce que c'est comme ça qu'on façonne des générations. Mais effectivement, ça va être très long, je pense, à installer. Et en attendant, chaque initiative artistique, pédagogique, créative, qui peut bouger un peu les mentalités, même si c'est un petit peu. Parce que même un feed Instagram où on suit des photographes et on voit des photos qui montrent d'autres choses, petit à petit, ça imprègne l'esprit. Moi, je me suis rendu compte qu'en suivant de plus en plus de comptes comme ça m'avait fait du bien sur certains complexes que j'avais pu avoir. Et je trouve qu'ils ont disparu grâce à des images que j'ai vues sans cesse grâce à Instagram. Et là, j'ai vu une des vertus d'Instagram. On n'en parle pas souvent, mais c'était au moins ça. Enlever certains complexes. Je trouve. Ouais. Enfin, il faut s'abonner à plein de comptes body positive, etc. Même parce qu'on devient plus tolérant envers tout, parce qu'on voit plein de corps différents. On se dit, waouh, c'est ça la réalité, c'est vaste en fait. Et on devient plus tolérant en voyant des images variées. Ouais. Mais tu pourras couper cette partie, c'est plus pour toi, Lou, de le dire, mais Lou, elle avait vraiment l'idée de quotas aux États-Unis, ils l'ont mise en place. C'est cette idée. Pas trop en France parce qu'évidemment on est tous français, donc on voit rien, sauf qu'en fait on sait très bien que la discrimination. Du coup, peut-être que tu as envie de parler de ton idée de quota ou pour toi. En vrai, c'est un débat, c'est un grand débat. Est-ce qu'on devrait mettre des quotas en France, dans les films ou même dans les entreprises par exemple. Mais les Oscars maintenant ils vont créer un nouveau système de quotas, donc à voir est-ce que ça va vraiment fonctionner ou pas. Donc par exemple il faudra forcément pour qu'un film soit sélectionné qu'il y ait un personnage racisé, j'en avais entendu parler. ou voilà un personnage de femme, etc. Et qu'en fait ce soit pas que des hommes blancs à l'écran de 40 ans qui font exploser des bombes. Après est-ce que ça devrait pas, en tout cas pour le cinéma, là c'est vraiment personnel, est-ce que ça devrait pas être aussi en fonction du sujet, quoi, du film. En soi, si. Mais en fait, le problème, c'est qu'on se retrouve encore et toujours avec que des films qui est des hommes blancs. Oui, non, mais ou alors est-ce que le quota, sinon, devrait pas... si jamais, par exemple, le sujet du film ne permet pas, je sais pas, je dis n'importe quoi, un film sur l'esclavage, malheureusement, on va pas pouvoir, en tout cas l'esclavage aux États-Unis par exemple, on va pas pouvoir mettre des esclaves blancs ou asiatiques. Est-ce que du coup ces quotas blancs ou asiates, on va les retrouver où? On les retrouve dans l'équipe de production? Alors par exemple, on les retrouve un film sur l'esclavage, du coup, non, mais il y aura des blancs et des noirs. Tu vois ce que je veux dire, il y aura des blancs et des noirs, mais du coup il y aura pas d'autres minorités qui seront représentées, il y aura pas d'autres. Après, je sais pas. J'ai pas vu en détail exactement, mais je pense qu'à partir du moment, s'il y a pas de personnes asiatiques, c'est pas forcément grave dans le sens où mais est-ce qu'on peut les retrouver par exemple dans l'équipe de production? Est-ce qu'on pourrait vérifier ça? Il y a ça aussi, c'est ça qui est très important. C'est ça que je trouverais intéressant, c'est qu'un film, c'est ce qu'il y a à l'image, mais c'est aussi tout ce qu'il y a derrière. Et c'est ça, mais je crois qu'il y a aussi des quotas pour l'équipe technique, parce que souvent maintenant on a tendance à voir à l'image de plus en plus de personnes racisées, queer ou des femmes, et tant mieux. Mais après, dans l'équipe, on voit qu'il n'y a que des personnes blanches et majoritairement des hommes. Et notamment, il y a quelque chose qui m'avait choqué un peu, choqué en tout cas, qui m'avait interloqué. Le Jacques Mus, qui avait fait un défilé récemment, un magnifique défilé. Il y avait beaucoup de mannequins racisés, et c'était donc très bien parce qu'il mettait en avant une forme de diversité. Puis ça représente la France actuelle, finalement. C'est ça. Et après, il y a eu une photo backstage avec toutes les personnes qui ont organisé le défilé, et pour le coup, c'était que des blancs. Donc, en fait, il y a eu, on a mis les photos des personnes racisées, et juste à côté, l'équipe de backstage. Donc, en fait, c'est un enjeu, c'est de aussi donner des jobs plus de l'équipe technique à des personnes plus variées, en fait. Mais donc là, c'est vrai que pour ça, les quotas, ça peut aider, je pense. C'est sûr que... c'est vrai jusqu'à ce que ça devienne naturel. Comme pour les quotas pour la parité, comme j'avoue, parfois je partageais, parfois je suis à fond, parfois je suis là, oui, mais du coup, on en parlait souvent pour les études supérieures, pour les écoles, notamment pour l'ENS, tu vois, moi j'étais à Sciences Po Lyon, et j'ai juste eu un petit passage à l'ENS de Lyon, mais du coup il y a la question souvent venue en débat entre nous, et je suis à chaque fois partagée, je sais pas comment. Je me dis c'est dommage d'en passer par là, quoi. C'est dommage d'en passer par là, mais on a vraiment une impression que ça va être presque nécessaire. Notamment, on parlait là des études supérieures, l'ENS, cette année, avec le Covid, donc c'est l'école dans laquelle j'ai été. Et c'est vrai que je constatais qu'il y avait presque autant de garçons, voire plus que de filles, alors que dans les classes prépa, on était beaucoup plus de filles.
Ah oui, si, j'ai entendu. Oui. Voilà. Vas-y, et en fait, ce qui s'est explique. passé, c'est qu'ils ont sélectionné que à l'écrit cette année, alors que normalement, il y a 2 tours, il y a un tour écrit, puis ensuite il y a un oral, et après on peut intégrer l'école. Et là, cette année, à cause du Covid, il n'y a eu que l'écrit. Et ce qui s'est passé, c'est que la part de femmes admises a littéralement doublé, est passée de 40% à 80%. Ouais, ça c'était incroyable. C'est incroyable et ça montre à quel point les biais sont présents, même inconsciemment. Parce que je pense pas que la plupart des professeurs jury de l'oral se disent oh non, une femme, je ne la veux pas. C'est pas ça, mais ils se disent oh bah le garçon il se démarque, puis c'est un homme, et là, inconsciemment ils vont choisir l'homme en fait. Et c'est pour ça que s'il y avait un quota, forcément, Voilà, en l'occurrence, du coup, on s'est rendu compte que l'oral ne servait pas forcément à grand-chose pour l'ENS, peut-être. Ouais. En fait, il peut servir aussi en un sens, mais disons que s'il finit par être discriminatoire, c'est compliqué. Ouais, non, mais c'est un gros sujet, et en tout cas, c'est pas intéressant que ce soit pour le cinéma ou d'autres domaines, mais ok. Bah, je pense qu'on peut finir là-dessus sur cette piste de réflexion. Quota ou pas. C'est un débat. Hein. Ouais. Non, mais bien sûr, je sais pas non plus. Mais ça va sûrement être nécessaire. Ok, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci beaucoup. À tout ce bazar de questions entremêlées. Voilà, et j'espère qu'on pourra vite visionner le documentaire, donc La mécanique des sens. Ouais, ok, à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a autant plu qu'à moi. Toutes les références et personnes mentionnées sont en description de l'épisode. Si j'en ai oublié, n'hésitez vraiment pas à me le faire remarquer. N'oubliez pas d'aller suivre le compte Instagram Faire Genre pour être au courant de l'actualité du documentaire La mécanique des sens. Si vous avez aimé cet épisode, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram Talk-8univers. Merci encore et à très vite.